Bonjour à tous, bienvenue à ce cours. Les circonstances nous ont obligés à assurer les cours via Internet, donc j'espère que vous allez pouvoir l'assimiler. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre dans la cardiologie. Vous avez jusque-là fait pas mal de cours, pourtant dans une partie sur la thérapeutique et dans une autre partie sur les valvulopathies. Actuellement, on va voir un autre chapitre qui est en plein essor. L'Algérie, dans un passé plus ou moins proche, était considérée comme un pays où dominent les maladies dites transmissibles, les maladies des pays pauvres, les maladies qui sont dues à des agents pathogènes, des agents infectieux, par exemple la tuberculose, l'angine et toutes ces pathologies microbiennes. Mais depuis quelques années, on a vu un changement dans le profil épidémiologique du pays. Et maintenant, la situation, elle est dominée par les maladies dites non transmissibles, des maladies qui ne sont pas dues à des agents pathogènes et qui sont dominées par les pathologies dégénératives telles que diabète, hypertension artérielle, cancer et maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires actuellement représentent la première cause de morbimortalité dans le monde. C'est très important, c'est très catastrophique. Les maladies cardiovasculaires sont dans leur majorité dues à une pathologie initiale qu'on appelle l'athérosclérose. Donc, on va aujourd'hui aborder ce cours, l'athérosclérose, qui va nous ouvrir les portes pour la compréhension de l'ensemble de pathologies cardiovasculaires, de pas mal de pathologies cardiovasculaires, du moins les plus dangereuses et les plus importantes, notamment les syndromes coronariens aigus. Alors, en guise d'introduction, c'est quoi cette athérosclérose? Donc, c'est une maladie du système cardiovasculaire qui touche les parois artérielles. Cette atteinte des artères, elle va aboutir à la diminution progressive de leur diamètre, aboutissant dans le stade ultime à l'occlusion totale. Et vous comprenez toutes les conséquences qui vont en découler. Pour vous essayer de rapprocher les dés et pour que vous puissiez comprendre ce phénomène, je donne toujours l'exemple des tuyaux d'adduction en eau potable, malgré que ce n'est pas un exemple scientifiquement juste, mais c'est à peu près ça. Imaginons qu'on a une nouvelle construction, on a une nouvelle canalisation d'adduction en eau potable. Si on prend un tuyau au hasard et on fait une section, la tranche de section elle est nette, l'intérieur du tuyau, la lumière, elle est très très nette, il n'y a aucun dépôt. Maintenant, si on prend une ancienne bâtisse qui date de l'époque coloniale et on fait une section dans le système d'adduction en eau potable, dans la tuyauterie, on va retrouver des dépôts de calcaire qui se sont accumulés au fil des années et qui ont abouti à une réduction de la lumière interne du tuyau. C'est à peu près le même mécanisme qui se reproduit, pas dans les détails, mais c'est globalement la même chose. Un élément très important à maintenir en tête, et on le garde, et on le signale dès le début, c'est que c'est une maladie polyvasculaire. Ça veut dire quoi, polyvasculaire? C'est-à-dire que cette maladie ne se limite pas à un territoire artériel donné chez un individu donné. Si l'artère carotide, par exemple, elle est touchée, il n'y a pas de raison pour que la coronaire ou l'artère fémorale ou l'artère du membre inférieur ne soit pas touchée. Donc, si un territoire artériel est touché, il faut toujours, de façon obligatoire, rechercher les autres localisations parce que c'est une maladie polyvasculaire. Un bref rappel anatomique et histologique, ça vous le connaissez déjà, vous avez fait déjà les cours d'histologie, mais on va vous les rappeler quand même. La paroi artérielle, elle est composée de 3 tuniques. D'abord l'intima, qui est la couche la plus interne. C'est une couche très très importante. Elle est faite d'une monocouche de cellules dites endothéliales
qui repose sur une membrane basale. Globalement, c'est ça. Et en dessous de cette couche, il y a le sous-endothélium, bien sûr, qui est constitué de macromolécules de la matrice extracellulaire. Cette couche de cellules endothéliales est une couche très importante et qui a plusieurs fonctions. D'abord, elle tapisse la paroi interne de la lumière vasculaire. C'est comme du pavé, comme du carrelage qui tapisse donc la paroi interne d'un immeuble. Mais en plus de ça, elle a un rôle très important dans le maintien du sang à l'état liquide à l'intérieur des vaisseaux, et aussi elle a un rôle endocrine. Elle sécrète de nombreuses substances qui jouent un rôle très important dans la thrombogénicité et dans la vasomotricité. Sous la couche dite intima, il y a une deuxième couche qu'on appelle la média. La média est une couche qui est séparée de l'intima par une limitante élastique interne, et elle contient essentiellement des fibres musculaires lisses. De la part de sa constitution, on devine facilement son rôle. C'est une couche qui est responsable de la vasomotricité artérielle. Et en dehors de cette couche, c'est-à-dire la couche la plus externe, après la limitante élastique externe, on a l'adventice, qui est une couche fibreuse. Elle contient aussi les nerfs, l'innervation vasculaire et les vaisseaux qui sont nourriciers de cette artère. Vous savez que l'artère aussi, même si elle véhicule le sang vers les territoires, vers les organes, pour qu'ils puissent être irrigués, l'artère elle-même est un organe qui a besoin d'avoir de l'oxygène et de l'alimentation. Et donc, elle a besoin d'être irriguée par des vaisseaux qu'on appelle les vasa vasorum. Ces vaisseaux, on les retrouve au niveau de cette couche externe qu'on appelle l'adventice. Alors, comment définir l'athérosclérose? Là, j'aime bien cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui est une définition assez ancienne, mais qui a le mérite d'être la plus globale possible. Elle va nous donner un aperçu total sur les mécanismes de l'athérosclérose. Elle le définit de façon très précise. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette définition? L'athérosclérose est une association variable. Déjà, on a le terme association. Quand on dit association, c'est qu'on a plusieurs éléments. Et à partir de ce moment-là, on comprend rapidement que l'athérosclérose, c'est pas un seul élément, c'est pas les lipides. C'est plusieurs éléments qui sont associés. Et puis rapidement après cela, il y a le mot variable. Donc, l'association, elle ne se fait pas à des proportions égales. L'association, elle se fait à des proportions variables. Chez un individu, on peut avoir un élément qui est prédominant, les autres éléments le sont moins. Chez d'autres individus, l'inverse. Alors, c'est une association variable de quoi? De remaniement de l'intima. Donc, c'est une atteinte, et c'est des remaniements, c'est des modifications de l'intima. Donc, cette définition nous localise le siège de l'athérosclérose dans la paroi vasculaire. C'est l'intima. Mais quel intima? L'intima des artères. Donc, artères, pas veines. L'athérosclérose est une maladie qui touche les artères. Est-ce que toutes les artères sont touchées? Non. Les artères de gros et moyen calibre. Donc, déjà, la première ligne de cette définition, on en sait beaucoup de choses sur l'athérosclérose. On sait que c'est une association de plusieurs éléments, et cette association, elle se fait de façon variable, elle n'est pas constante. Cette association, elle aboutit à un remaniement de l'intima, mais pas n'importe quel intima, l'intima de la paroi artérielle, et pas toutes les artères, uniquement les artères de gros et moyen calibre. Donc les petites artérioles, les capillaires ne sont pas touchés par l'athérosclérose. Cette association et ce remaniement, il consiste en une accumulation focale, donc des endroits où il y a des accumulations focales. De quoi? De lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissus fibreux et de dépôts calcaires. Donc, cette association variable, ce remaniement de l'intima, cette association variable, elle est faite de plusieurs éléments. Glucides, lipides, sang, produits sanguins, donc
fibrines, plaquettes, globules blancs, de dépôts fibreux, de dépôts calcaires. Le tout s'accompagne de modifications de la média. Donc l'atteinte, elle touche essentiellement l'intima, la couche la plus interne, mais la média, la couche qui est juste à côté, elle ne va pas rester inerte, elle va forcément réagir et elle va être modifiée. Ça, c'est une définition qui est assez ancienne, comme je viens de le dire, mais elle est très globale. Donc si vous la connaissez, si vous l'apprenez, vous allez connaître les éléments de cette athérosclérose. Un bref passage sur l'étymologie, sur l'origine du mot athérosclérose. Donc, ce mot athérosclérose, on peut le scinder en deux parties, athéro et sclérose. Athéro, c'est de l'athérome, elle vient du grec, du mot athara grec, qui signifie bouillie. Donc, il désigne la partie molle lipidique centrale de la plaque. Bouillie, c'est comme, si vous voulez, comme de la purée. Imaginons des lipides qui sont comme de la purée au centre de cette plaque d'athérosclérose, ce qu'on appelle l'athérome. Et puis, il y a sclérose. Sclérose aussi, c'est du grec, du mot scléros grec, qui désigne la partie fibreuse périphérique. Cette bouillie lipidique molle, elle est généralement, pas dans tous les cas, généralement et le plus souvent entourée d'une cape, d'une chape, d'un revêtement fibreux, fait de la fibrose, qui va la maintenir. C'est pour ça qu'on a l'athérosclérose. Donc il y a deux composantes, une composante molle et une composante fibreuse. On ne peut séparer l'athérosclérose d'un phénomène qui constitue un mode évolutif, qui constitue en fait une complication, l'athérothrombose. L'athérosclérose, quand elle va évoluer, elle a deux modes. Un mode progressif, on va le voir, et un mode aigu. C'est une complication qui aboutit à la thrombose, à une thrombose extensive, et qui est responsable de manifestations cliniques très très sévères. Ces deux mécanismes sont intimement liés, et c'est pour ça pas mal d'auteurs actuellement utilisent le terme athérothrombose. Donc athéro pour l'athérosclérose et la thrombose comme la complication qui est le plus souvent extrêmement dangereuse. Alors, un mot sur un diagnostic différentiel, surtout sur le plan terminologie. L'athérosclérose, il faut la différencier de l'artériosclérose, qui est un processus de sclérose artérielle. Ça, c'est pas la même chose, c'est une autre pathologie différente. C'est une pathologie complètement différente de la première. L'artériosclérose, c'est l'apanage de sujets âgés. Elle se caractérise donc par de la sclérose, de la fibrose, au niveau de la partie moyenne de la paroi artérielle, qui est la couche musculaire, l'intima, plutôt la média. Et elle concerne souvent les sujets âgés. Alors, on va voir un petit mot sur la physiopathologie de l'athérosclérose. Certes, c'est un mécanisme très compliqué, très complexe, qui fait intervenir plusieurs éléments, mais on va essayer de le simplifier au maximum, comme ça vous pouvez l'assimiler. D'abord, sous l'influence des facteurs de risque, et on va voir c'est quoi ces facteurs de risque, c'est-à-dire les facteurs qui font en sorte que certaines personnes développent plus d'athérome que d'autres. Sous l'influence de ces facteurs de risque et de ce qu'on appelle les contraintes hémodynamiques, donc l'hypertension artérielle, les forces de cisaillement, il va y avoir une altération de la fonction de cette monocouche, si vous vous rappelez la monocouche endothéliale, cette couche qui est primordiale. Il va y avoir ce qu'on appelle une dysfonction endothéliale et qui va se traduire par d'abord une augmentation de sa perméabilité au LDL. Le LDL cholestérol, vous le connaissez, c'est le mauvais cholestérol. Le cholestérol étant liposoluble, donc il ne peut pas être circulant dans le sang de façon libre, il doit se lier. En se liant à la molécule LDL, en se liant à l'LDL, il va être véhiculé du foie vers la périphérie. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas et on l'appelle le mauvais cholestérol. Ce mauvais cholestérol, quand il est en excès, et quand il y a des facteurs de risque, et quand il y a cette altération de la fonction endothéliale, il va y avoir pénétration de ce LDL cholestérol à l'intérieur
de la paroi vasculaire. Donc il va pénétrer à travers les cellules endothéliales et cette pénétration ne va pas rester sans conséquence parce qu'il va être accueilli, si vous voulez, par des molécules qui ont un radical libre, donc des molécules oxydantes, et qui vont l'oxyder, et ça va nous donner le LDL oxydé. Ce LDL oxydé va jouer un rôle très important dans la genèse de l'athérosclérose, parce que d'abord, il va inhiber la production de monoxyde d'azote par la cellule endothéliale, donc il va altérer davantage la vasomotricité et la fonction endothéliale. Il va forcer et influencer cette cellule endothéliale à exprimer pas mal de ligands et de molécules d'adhésion, notamment les VCAM1 et les ECAM1, qui vont reconnaître certains types de cellules, notamment les cellules monocytaires et monocytes, et qui vont venir se lier à ces récepteurs. En se liant au récepteur, le monocyte va pénétrer à l'intérieur de la paroi vasculaire entre les cellules endothéliales et il va être activé, se différencier en macrophage. Ce macrophage, il va exprimer un récepteur particulier qu'on appelle le récepteur scavenger, éboueur. Il a la particularité de pouvoir se lier à cet LDL oxydé. En se liant à lui, il va permettre au macrophage de le phagocyter. Et un macrophage qui a phagocyté des LDL oxydés, il devient ce qu'on appelle une cellule spumeuse. La cellule spumeuse, elle constitue l'élément de base de la formation de l'athérosclérose parce que la lésion élémentaire qu'on appelle la strie lipidique, donc la première lésion d'athérosclérose, est constituée de d'un amas de cellules spumeuses. Bien sûr, cette réaction d'activation de macrophages, de dysfonction endothéliale, de LDL oxydé, c'est une réaction qui va se répéter, qui va s'amplifier en réaction en chaîne. Et elle va aboutir à l'amplification du phénomène, à l'intervention de plusieurs éléments et à la synthèse de pas mal de médiateurs chimiques. Ici, sur cette diapositive, je vais vous montrer l'évolution d'une plaque d'athérome et d'athérosclérose sur le plan macroscopique. C'est-à-dire pas comme les diapositives précédentes où on voyait par microscope comment que ça va se passer. Ici, en macroscopie, à l'œil nu, comment on voit les choses. D'abord, sur la photo d'en bas, le vaisseau en haut et à gauche, vous voyez la lumière, elle est nette. Il y a juste une petite strie jaune faite de dépôts de cellules spumeuses qu'on appelle la strie lipidique, une petite interposition de lipides entre les parois vasculaires, et ça c'est la lésion élémentaire, c'est la lésion peu évoluée. Et puis au fur et à mesure que la réaction en chaîne continue, on va voir une amplification et une augmentation du volume de ce corps lipidique, de ce noyau, on appelle ça le noyau lipidique, donc la deuxième image en jaune, donc il y a un noyau lipidique plus important, et puis il va y avoir, vu cette réaction inflammatoire, cette réaction importante, il va y avoir une participation des cellules musculaires lisses qui vont venir couvrir ce noyau lipidique, elles vont essayer de le contenir, il va y avoir sécrétion d'éléments fibreux pour essayer de maintenir ce noyau lipidique de façon circonscrite. Ça va donner la lésion typique, on la voit dans le troisième vaisseau, la lésion d'athérosclérose, où il y a un noyau lipidique jaune qui est bien développé, qui est couvert par un cap, par une chape fibreuse, qui est la sclérose. Et puis dans la dernière image, on voit une des complications, l'évolution de l'athérosclérose sous la forme d'une complication. Quand il y a une rupture de la chape fibreuse, il va y avoir une exposition de noyau lipidique à la lumière vasculaire, donc aux éléments figurés du sang, ce qui va aboutir à l'activation du système de la coagulation et à la formation d'un thrombus qui va augmenter de volume jusqu'à parfois devenir occlusif. Vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'athérothrombose. Un mot sur la classification du phénomène de l'athérosclérose. Et là, je vous montre ce tableau qui est un tableau relativement ancien et qui va vous montrer les différentes étapes par lesquelles passe l'athérosclérose. D'abord, on a la classification, le type 1, la lésion, ce qu'on appelle la lésion initiale. Et dans la description de la lésion, on voit qu'elle est constituée uniquement de macrophages spumeux isolés. Rappelez-vous, c'est des macrophages qui ont phagocyté du LDL oxydé. Donc,
quelques macrophages qui ont phagocyté du LDL oxydé qui s'accumulent, ça donne la lésion type 1, la lésion initiale de l'athérosclérose. La lésion type 2, c'est une strie lipidique, c'est des macrophages avec quelques fibres musculaires lisses. Déjà là, il y a une évolution, il y a une participation des éléments d'autres que les lipides, c'est les fibres musculaires lisses. Dès qu'il y a association de quelques fibres musculaires lisses à la strie, au macrophage spumeux, on parle d'une strie lipidique. Et puis, le type 3, c'est une strie lipidique et une discrète accumulation de lipides extracellulaires. Là, il y a un élément nouveau. Il n'y a pas que les cellules spumeuses qui sont des cellules, des macrophages, je le rappelle, remplies de LDL oxydé. Il y a plus que ça. Il y a la fibre musculaire lisse, quelques fibres musculaires lisses. Il y a plus que ça. Il y a des LDL oxydés qui se sont déposés autour de ces éléments sans qu'elles soient phagocytées. Donc, il y a une quantité importante de lipides qui s'accumulent à l'intérieur des cellules et même à l'extérieur des cellules. Ce tableau, il est fait en 3 couleurs. Il est fait en 3 couleurs. Il y a le vert, l'orange et le rouge. Tout ce qui est vert, c'est par rapport à la présentation clinique. Tout ce qui est vert, ça veut dire que le patient, là, il n'est pas symptomatique. Tout ce qui est orange, ça veut dire qu'on peut avoir certains signes et symptômes, généralement qui se manifestent à l'effort et qui cèdent de repos. Et puis, tout ce qui est rouge, c'est-à-dire que le patient il est à 100% symptomatique et c'est dangereux. Deuxième élément très important dans ce tableau, c'est l'âge d'apparition de l'athérosclérose. Regardez la troisième colonne, l'âge d'apparition. Pour la lésion type 1, 0 à 10 ans. Pour la lésion type 2, 0 à 10 ans. La lésion type 3, après 20 ans. Donc, on pensait à un certain moment que l'athérosclérose était l'apanage d'un sujet âgé qui dépasse les 50 ans, les 60 ans, qui est obèse, qui est fumeur, qui a pas mal de facteurs de risque. Et on se disait qu'un sujet jeune, il est préservé. Il faut avoir un certain âge pour commencer à développer de l'athérosclérose. Mais finalement, on s'est trompé. Et ça a été découvert pendant la guerre du Vietnam. Les Américains ont pratiqué des autopsies sur des soldats américains en bonne santé, des Marines qui se sont tués pendant la guerre. Donc, la cause de la mort n'était pas une maladie, c'était une cause traumatique. Et ils ont fait chez eux des autopsies et ils ont remarqué qu'il y a quand même quelques dépôts de cholestérol. Il y avait un phénomène de l'athérosclérose. Les soldats avaient l'âge entre 18 ans et 24 ans. Mais il y avait de l'athérosclérose. Et à ce moment-là, on commençait de changer d'idée sur le phénomène et on a assimilé le fait que c'est un phénomène qui commence dès le jeune âge. Mais il évolue différemment d'une personne à l'autre en fonction des facteurs de risque. Chez certains patients, il évolue très rapidement. Chez d'autres patients, il va rester quiescent jusqu'à un âge très tardif. On revient au tableau. Et on passe à la lésion de type 4, qui est la lésion d'athérome. Elle est formée d'un centre lipidique qui n'est pas entouré de la fibrose. Donc il y a des cellules spumeuses, des LDL oxydés qui se sont déposés aux alentours, quelques fibres musculaires lisses, mais il n'y a pas de la fibrose. La lésion type 5, c'est le fibroathérome, c'est la lésion typique constituée d'un centre lipidique entouré d'une chape fibreuse. Généralement, l'âge d'apparition, c'est autour des 40 ans, après 40 ans. Et là, le patient, ça dépend de l'amplitude et de l'importance de ce noyau lipidique, de l'amplitude de l'amputation qu'il entraîne sur la lumière artérielle. Le patient peut développer certains symptômes qui apparaissent à l'effort et qui cèdent au repos. Parce que si vous avez remarqué dans la diapositive précédente, quand je vous ai montré l'évolution de la plaque d'athérome, plus la plaque d'athérome grandit, plus elle prend du volume, elle le fait au détriment de la lumière artérielle. Elle soulève l'endothélium d'en bas vers la lumière, donc elle va réduire la lumière artérielle. Bien sûr, ce phénomène va rester très toléré, mais à un certain moment, quand il y a une réduction très importante de la lumière, le patient commence à avoir certains symptômes, surtout à l'effort. On revient encore une dernière fois au tableau. La lésion de type 6, c'est ce qu'on appelle la plaque compliquée, et là, c'est la complication de l'athérosclérose, c'est la thrombose, c'est l'hémorragie intraplaque. Généralement, elle survient après 40 ans et là, la manifestation clinique, elle est quasi certaine. Je vous ai dit que l'athérosclérose est un phénomène qui commence dès le jeune âge et que l'évolution, elle est différente d'une personne à l'autre et elle dépend de plusieurs paramètres, notamment de ce qu'on appelle les facteurs de risque.
Alors, c'est quoi ces facteurs de risque? C'est quoi ces éléments qui font que l'athérosclérose va être très sévère chez un patient et elle va être minime, voire quasiment absente chez un autre? Pour simplifier les choses, on va les séparer en deux catégories. Les facteurs de risque non modifiables et les facteurs de risque modifiables. L'âge est un facteur de risque. Dès qu'on a à quarantaine, à cinquantaine, on commence à avoir le risque cardiovasculaire grimpé. Le sexe masculin aussi, les hommes ont plus de risques cardiovasculaires que les femmes. Les femmes, elles sont protégées par leurs hormones. La femme, jusqu'à la ménopause, elle est mieux protégée. Après la ménopause, elle regagne le même risque cardiovasculaire que l'homme. Et puis, les antécédents familiaux. Quelqu'un qui a dans la famille son papa, sa maman, ses frères, qui ont fait des maladies cardiovasculaires, une crise cardiaque, un engorgement d'effort, une mort subite d'origine cardiaque, un accident vasculaire cérébral, à un âge jeune, et là je dis bien à un âge jeune, inférieur à 40 ans chez les hommes, ou 50 ans, ou avant la ménopause chez les femmes, là, leurs descendants, leurs enfants, ont un facteur de risque, ont un risque supplémentaire par rapport à la population générale de développer cette athérosclérose. Donc, l'âge, sexe et antécédents, c'est des éléments qu'on ne peut pas changer. On est en train d'avancer dans l'âge, donc on ne peut pas revenir en arrière. On est des hommes ou des femmes, on ne peut pas changer ça. Et puis, on n'a pas choisi nos familles. Si, par malchance, je tombe dans une famille coronarienne, dans une famille qui a des maladies cardiovasculaires, je vais hériter de leurs gènes. Donc, j'aurai le risque de maladies cardiovasculaires et je ne peux rien faire pour cela. C'est important de connaître ces patients et ces facteurs de risque-là, pas uniquement pour le traitement, parce qu'on ne peut rien faire, mais pour dresser le profil du patient et rechercher d'autres facteurs de risque qui sont là, modifiables et sur lesquels on peut agir. Ces facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir, ils sont nombreux, vous les voyez ici dans cette diapositive, et ils sont dominés par le tabac. Le tabagisme fait des ravages. Le risque cardiovasculaire augmente graduellement avec la durée d'exposition et la quantité du tabac consommé. Et quand je parle du tabac, je ne parle pas uniquement de la cigarette. Cigarette, cigare, tabac à chiquer et le phénomène nouveau qui est en train d'envahir la société, la chicha. Donc tout ça fait augmenter le risque cardiovasculaire et doit être un élément très important dans la lutte contre l'athérosclérose. Si on veut lutter contre l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires, cette lutte, si on veut qu'elle soit faite de façon préventive, doit commencer par la lutte contre le tabagisme. Deuxième élément qui est très important aussi, c'est le diabète. Le diabète de type 2 est un élément très important pour le développement de l'athérosclérose. Plus le diabète évolue, plus il est mal équilibré, plus on a un risque de faire de l'athérosclérose. Quelqu'un qui est diabétique depuis une année et dont le diabète est très bien équilibré, il a évidemment moins de risque d'avoir de l'athérosclérose que quelqu'un qui est diabétique depuis 25 ans et que son diabète est complètement déséquilibré. L'hypertension artérielle aussi est un facteur de risque. La dyslipidémie avec une augmentation du taux du LDL cholestérol est un facteur de risque. Rappelez-vous que le LDL cholestérol en excès dans la circulation générale va pénétrer à l'intérieur de la paroi vasculaire et puis il sera oxydé. L'obésité est un facteur de risque, la sédentarité est un facteur de risque et le stress est un facteur de risque. Classiquement, on parlait du profil d'un patient qui a de l'athérosclérose comme étant un homme d'un certain âge qui a une certaine responsabilité, donc un directeur d'entreprise, un dirigeant, donc qui est tout le temps stressé, qui est véhiculé, qui travaille au bureau, donc sédentaire, aucune activité physique, qui fume et qui est obèse et qui est diabétique et hypertendu. Ça, c'est le profil classique. Bien sûr, il y a des intermédiaires, la médecine n'est pas une science exacte à 100%. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces facteurs de risque soient réunis dans une personne pour dire que voilà, il est à risque cardiovasculaire. Ces facteurs de risque, plus on en a, plus on est à risque cardiovasculaire. Quelqu'un qui a un seul facteur, il a moins de risque que quelqu'un qui en a deux. Ce dernier a moins de risque que quelqu'un qui en a 3 ou 4. Ces facteurs de risque, vous devez les connaître par cœur. Vous devez les rechercher systématiquement chez tout patient qui consulte chez vous.
lutter contre les facteurs de risque revient à lutter contre les maladies cardiovasculaires à un stade avant l'apparition de la maladie. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Donc très important. Connaissez-les, recherchez-les et faites de l'éducation. Un mot rapidement sur la localisation de l'athérosclérose et la clinique, parce qu'on va les revoir en détail dans les cours suivants. Alors, la clinique de l'athérosclérose, elle dépend de la localisation. Et la localisation, dans la première diapositive, on a dit que c'est une maladie polyvasculaire, donc ça peut toucher n'importe quel vaisseau. Si elle touche les troncs supraaortiques, c'est-à-dire les carotides, ça va nous donner les accidents ischémiques transitoires ou les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, ce qu'on appelle communément les AVC, ces paralysés, ces hémiplégiés qui surviennent chez des patients. Si elle touche les artères coronaires, ça va donner longueur d'effort et ça va donner tous les syndromes coronariens aigus. Si ça touche l'aorte, ça donne des anévrismes, des dissections de l'aorte. Si elle touche les artères rénales, ça donne de l'insuffisance rénale par obstruction des artères rénales, par insuffisance rénale pré-rénale. Si elle touche les artères mésentériques, donc les artères qui irriguent les intestins, ça donne ce qu'on appelle l'infarctus mésentérique. Et dernièrement, si elle touche les artères du membre inférieur, ça donne ce qu'on appelle l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc vous voyez, déjà là, on a 6 localisations de l'athérosclérose avec des manifestations complètement différentes. De la manifestation cardiaque jusqu'à la manifestation neurologique pour les accidents ischémiques transitoires et avec accident vasculaire cérébral, jusqu'à la manifestation abdominale pour les artères mésentériques ou musculaire pour l'artère du membre inférieur. Donc, vous voyez que le contexte clinique il est extrêmement variable et ça dépend de la localisation. C'est pour ça, quand vous serez amené à examiner un patient, surtout s'il consulte dans un contexte d'une maladie cardiovasculaire ou bien dans un contexte d'une maladie dégénérative qui expose au risque cardiovasculaire, tel que par exemple la consultation d'un diabétique. Là, vous devez obligatoirement, à côté de la recherche des facteurs de risque précédemment cités, vous devez obligatoirement rechercher les éventuels signes de localisation de l'athérosclérose dans les différents territoires, soit à l'interrogatoire, soit à l'examen clinique qui est le plus souvent simple, la palpation des pouls et l'auscultation des pouls à la recherche d'un souffle. Comment va évoluer cette athérosclérose? Déjà rapidement, on peut définir l'évolution, on peut la diviser en 2 catégories, évolution progressive et évolution aiguë. L'évolution progressive, elle se fait soit par la progression de l'athérosclérose, donc ce noyau lipidique qui est là incrusté dans la paroi artérielle va augmenter de volume progressivement, donc il va pousser la couche endothéliale, l'intima, contre la lumière artérielle et il va aboutir à la réduction de la lumière artérielle. Plus le noyau il est important, plus la lumière elle est réduite, Et quand il y a une perte de 70% du diamètre de la lumière vasculaire, l'apport en oxygène et en aliments aux organes irrigués par cette artère devient insuffisant, surtout à l'effort. Et à ce moment-là, on commence à avoir des signes cliniques. À côté de la progression, il y a un autre mode d'évolution qui est le remodelage. Et là, c'est un phénomène un peu compliqué, comme si l'artère elle va essayer de se défendre. La lumière elle est en train de se rétrécir, l'artère elle va augmenter carrément son diamètre global. Pour essayer de compenser cette perte de lumière et essayer d'avoir une lumière assez large pour permettre l'irrigation convenable. C'est un phénomène qui est assez limité dans l'espace et dans le temps et on ne peut pas avoir une augmentation du calibre artériel de façon exponentielle et indéfinie. Donc le phénomène sera rapidement dépassé, la lumière va rétrécir. Et puis aussi cette augmentation de la lumière artérielle va exposer à la formation de ce qu'on appelle l'anévrisme, qui peuvent se disséquer, se rompre et provoquer des catastrophes. Un autre mode d'évolution, c'est la régression de la plaque d'athérosclérose. Là, ça a été constaté au niveau des lésions précoces chez l'animal, donc on est là dans le cadre de l'expérimentation. Chez un patient vivant tel qu'on le voit tous les jours, n'espérez pas à avoir une plaque d'athérosclérose
régresser complètement et disparaître. Non. Déjà, quand on traite, si on arrive à réduire un peu la taille de la plaque d'athérosclérose ou à la stabiliser, c'est-à-dire elle n'augmente pas de volume, c'est déjà on a fait un exploit très important. Mais sur des modèles animaux expérimentaux, ça a été décrit. Le deuxième mode d'évolution, après les modes d'évolution progressifs, on a le mode d'évolution aigu. Ils sont dominés par la rupture de la chape fibreuse. Et là, on parle de ce qu'on appelle, cet élément va nous amener à parler de ce qu'on appelle de la plaque instable. Alors, les plaques, si on veut les définir en fonction de leur gravité sur le pronostic vital, on va dire que ça, c'est une plaque stable et ça, c'est une plaque instable. Et quand on dit déjà instable sur n'importe quelle chose, ça signe quelque chose de mauvais. Une plaque qui a un noyau lipidique petit, qui a une chape fibreuse très importante, qui est très fibrosée, qui est très parfois calcifiée, c'est une plaque stable. Elle va rester comme ça. Certes, peut-être elle va amputer une partie de la lumière artérielle, mais elle est là, elle ne va pas changer de configuration, elle va rester comme ça. Si le patient il fait un langor, une douleur à l'effort par exemple, il va rester comme ça indéfiniment. Maintenant, si on a à l'inverse une plaque qui est très riche en lipides, un noyau lipidique qui est important, qui est volumineux, et une chape fibreuse qui est très fine. Là, cette plaque, on va l'appeler comme étant une plaque instable, surtout si elle est très inflammatoire. Instable, pourquoi? Parce qu'à tout moment, cette chape fibreuse fine, elle risque de se rompre avec elle, donc la couche endotheliale, et ces lipides vont se trouver exposés à la lumière vasculaire, ils vont activer la coagulation, et vont aboutir à la formation de la thrombose. La formation de la thrombose est responsable de phénomènes aigus, tels que les syndromes coronariens ou les accidents vasculaires cérébraux. Un autre mode d'évolution aussi, c'est les hémorragies intraplaques, quand il y a un saignement à l'intérieur de la plaque elle-même. Et là aussi, le saignement va pousser la plaque, va augmenter son volume et va réduire considérablement et de façon très rapide la lumière vasculaire, donc ça peut être responsable de manifestations cliniques aiguës. Cette plaque, et si on veut parler d'un autre mode de complications d'évolution aiguë, ce qu'on appelle les embolies de cholestérol, cette plaque qui vient de se rompre, elle va exposer ce noyau lipidique à la lumière vasculaire. Il faut imaginer que ce lipide qui est à l'intérieur du vaisseau, dans le vaisseau, il y a un courant du sang. Il y a du sang qui passe à une vitesse constante, il y a une pression constante. Et ce sang qui passe, il va essayer de drainer des microparticules de cholestérol. Donc, il va l'emmener avec le flux et il va les emboliser dans la distalité des membres des organes. Ce qu'on appelle les embolies de cholestérol. Un autre mode, c'est l'anévrisme et la rupture artérielle. Ils sont rares et impliquent essentiellement l'aorte. Ce phénomène dont on a parlé de remodelage avec augmentation du calibre va aboutir à la fragilisation de la paroi artérielle. Donc l'artère, elle devient très mince, elle va gonfler comme un ballon, elle va gonfler, elle devenir très mince et à un certain moment, il y a un point extrêmement fragile qui va se rompre. Alors là, imaginez la rupture de l'aorte. C'est la mort quasi instantanée. Donc vous n'aurez même pas le temps de voir ce patient dans une structure d'urgence, sauf si par un miracle, cette rupture a été colmatée par un organe de voisinage. Pour la prise en charge, il faut voir qu'il y a une prise en charge globale. Donc la prise en charge globale, elle est multidisciplinaire et elle va s'axer sur deux éléments, la recherche de l'athérosclérose, de facteurs de risque de l'athérosclérose et la recherche des localisations de l'athérosclérose. Donc, il faut dépister et traiter les facteurs de risque le plus tôt possible. Ça, c'est important. L'idéal, c'est de le faire avant l'apparition de signes de la maladie liée à l'athérosclérose, donc chez les diabétiques, chez les patients qui sont obèses. Donc, il faut le faire de façon préventive. Et puis, si on a un signe, un patient qui a manifesté un signe clinique, il ne faut pas oublier que la maladie elle est polyvasculaire et j'insiste sur ce phénomène. Si quelqu'un il a fait une anomalie coronarienne, je ne vais pas me dire que voilà, je suis cardiologue, je m'intéresse au coronaire et puis je l'oublie. Non, je dois ausculter les carotides. Peut-être qu'il est en train de préparer un accident vasculaire cérébral dans les semaines qui suivent.
À côté de la prise en charge globale, donc qui est représentée par le dépistage, il y a la prise en charge médicamenteuse. Et là, ça dépend de la localisation, ça dépend du contexte clinique. On va voir ça en détail en faisant chaque cours à part. Mais globalement, l'aspirine est obligatoire et les statines. Les statines, c'est des médicaments qui vont lutter contre l'hypercholestérolémie. Donc, c'est des hypolipinions. Ça, c'est deux éléments très importants à utiliser quasiment chez tous les patients qui ont des signes liés à l'athérosclérose. Et puis, il y a d'autres médicaments, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes du système rénine-angiotensine 2 et autres. On va les donner en fonction du contexte. Et il y a le traitement, à côté du traitement médicamenteux, on peut donner aussi un traitement chirurgical. Par exemple, quand il y a un anévrisme de l'aorte abdominale, il faut réséquer, il faut suturer, il faut mettre un tube en Dacron, ou bien un traitement interventionnel, les stents, l'angioplastie coronaire par exemple. Il y a une artère coronaire qui rétrécit, on va introduire à l'intérieur un stent, une prothèse endocoronaire qui va ouvrir l'artère et va la maintenir ouverte. Mais ça, ce traitement se discute au cas par cas et on va voir ça dans les cours à venir. Maintenant que vous connaissez c'est quoi l'athérosclérose, c'est quoi les modalités de l'évolution de l'athérosclérose, l'âge d'apparition de l'athérosclérose, j'aime toujours terminer par cette phrase. L'homme vit avec son athérome et meurt de la thrombose. L'athérosclérose est un phénomène qu'on a vu qui commence dès la naissance. Il évolue de façon très progressive. Il peut être accéléré chez un patient, il peut être moins accéléré chez un autre, mais l'évolution elle est très très lente. Et là, il commence à apparaître dès la naissance, les signes cliniques commencent après 40 ans. Vous voyez le laps de temps, plus de 40 ans d'évolution. Et même après 40 ans, généralement, on a des maladies stables. Les complications vont apparaître un peu plus loin dans le mode d'évolution progressive. Mais ce qui risque de aggraver les choses brutalement et de mettre en péril le pronostic vital, c'est les complications, c'est la thrombose qui quand elle survient, elle va aggraver la chose. C'est pour ça on dit, on vit avec de l'athérome, on en a tous de l'athérome, on vit avec de l'athérome, mais on meurt de thrombose. Quand on fait de la thrombose, on risque de mourir immédiatement. Je vous remercie.